Chat, viens voir maman. Oh, merci. Non. Tu le fais partir encore, tu le fais fuir. C'est parce qu'elle me quitte. Encore une fois, tu m'empoisonnes. Tes promesses à te parler. Tu sais où il est, toi? J'ai déjà dit, Milan, c'est vos histoires, je veux pas me mêler de ça. Je veux juste que tu m'aides à créer un faux profil. Ah non, fais-moi. Je m'en fous, de toute façon, je vais lui parler. Et pour lui dire quoi? Si le monde est en feu, je sois libre. Il n'y a plus de mots de. I must be the only gay boy who just want his man, a beach house and a dog. It's so cute. Still believe in love. Not anymore. Le cœur cassé, sur le pavé, le cœur cassé. Je ne suis plus qu'un retard. C'est maintenant les souvenirs. Et comment on fera après? Après quoi? Maël, donc tu présentes ce soir Mal de mer au festival Gueule d'amour. Et d'abord, avant de parler du film, malgré les sujets variés dans tes films, où ça parle d'écologie, d'amour, il y a un point commun dans ton cinéma, c'est la Bretagne. À quel point tu y es attaché? Tout simplement, mes parents habitent là-bas, à Plougonvelin, donc c'est vrai que j'aime bien déplacer mes histoires et mes récits hors de Paris, même si c'est une ville où j'ai fait mes études et où maintenant j'habite. Je crois que je suis attaché au territoire, je suis attaché au décor, et particulièrement sur Mal de mer avec Brest, où autant qu'Enavo c'était un road movie, donc ça avait plusieurs, et ça se passe majoritairement en voiture. Là, Mal de mer, je crois que j'avais déjà en tête vraiment des rues de Brest très précises, et donc plus que la Bretagne, c'était même une volonté de tourner vraiment dans cette ville, et même sur les plages de Plougonvelin, là où enfant, c'est vraiment la plage de mon enfance qu'on voit dans le film, là où il y a la scène de bateau. Donc trop content d'avoir capturé ce moment, parce que je sais que en court métrage ça peut être plus simple d'y venir, et en long métrage après faire venir une plus grosse équipe, ça peut être plus compliqué, donc je suis content d'avoir enregistré ça maintenant. Et donc tu as eu l'idée dès le début que tu voulais tourner par exemple cette scène-là, à cet endroit-là précisément? Oui, en fait, des fois, les idées naissent de contraintes, et j'avoue que mon père a un bateau de pêche, un petit bateau de pêche, et donc déjà, l'idée qu'à un moment donné, il y ait des scènes en bateau dans le film, et que ça soit tourné de cette plage, c'était assez logique, en me disant ça va rien nous coûter, on va prendre ce bateau-là et puis terminer. Donc finalement, des fois les idées naissent comme ça, et c'est comme ça qu'on écrit soit des scènes en bateau, soit dans des rues. Voilà. Mais l'appartement, je ne l'avais pas encore au moment de l'écriture. Et dans Mal de mer, Milan il est musicien. Il y a une raison particulière à avoir fait de lui un musicien? Au début, lors des premières versions de scénario, c'était juste un garçon qui avait du mal à passer à autre chose après sa rupture amoureuse. Et en fait, on va dire que je trouvais que le spectateur en tout cas les lecteurs au début, avaient du mal à s'attacher à lui, qu'il ait un objectif en fait, qu'il est derrière, qu'il transforme cette peine-là en quelque chose. Et c'est là qu'est venue l'idée de la musique. Et je crois que le déclencheur, ça a été vraiment quand je suis allé à Bruxelles voir un concert justement du chanteur Marvette. Et en fait, il avait fait un EP entier qui s'appelle La La Life sur des ruptures d'amour. Et là, ça a été un déclic, et je me suis débrouillé pour aller le voir après le concert et lui demander si je pouvais utiliser ses musiques, en tout cas la musique perdue dans le film, et que ça allait apporter à mon personnage du coup un objectif concret. Ouais, c'était ma prochaine question. Comment tu as choisi la BO? Ça t'est venu donc pendant le concert directement? Et il y a eu deux choses. Déjà, moi j'écoutais Marvette avant, et ce qui est assez fou, mais là je rentre vraiment trop peut-être dans les détails, mais en fait j'ai été moniteur, animateur dans un club de vacances, et pour les jeunes, moniteur en fait, j'ai été moniteur de colo, et en fait mon ancienne collègue vit à Bruxelles, et en fait elle connaît Marvette, et en fait un jour on s'est rendu compte que moi j'écoutais sur Spotify Marvette, et qu'elle le connaissait.
Et elle m'a dit mais c'est un bon ami, et c'est comme ça qu'elle m'a dit mais viens à son concert, je t'héberge, comme ça tu le rencontres. Mais du coup j'écoutais déjà son EP avant de le rencontrer. Et pour parler un peu de mise en scène, Mal de mer, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un film très scolaire, et je vais expliquer pourquoi je dis ça, parce que dans le sens où on voit que des principes très basiques, comme mettre des personnages qui s'embrassent dans la lumière, et un acteur seul dans l'ombre, c'est des principes qui marchent encore très bien. C'est comme ça que tu as pensé la mise en scène sur le tournage ? À la lumière, je dirais pas trop, je pense pas, je pense que on met d'abord en scène les actions des comédiens, des comédiennes, et on voit comment ils se déplacent. Donc je fonctionne plutôt comme ça. Et après, le travail de l'éclairage, ça va être vraiment le travail de Cyril Hubert à l'image, qui lui, quand on est en extérieur, éclaire très peu. Il utilise vraiment plutôt des reflots, et il choisit plutôt les horaires de tournage. Il sait exactement ce qu'il veut comme rendu, mais sans spécialement trop éclairer ou pas. Et pour les scènes de boîte de nuit, on avait carrément les vrais light jockeys de la boîte de nuit, donc qui connaissaient leur console, etc. Donc, suivant la musique qu'on mettait, on leur disait vous l'auriez joué comment dans une vraie boîte, comment vous auriez éclairé, et on se basait déjà sur comment ils éclairent dans des vraies soirées. Et l'équipe du film, c'est des personnes avec qui tu avais déjà travaillé, je pense à la lumière, à l'image Une bonne moitié. En tout cas, par exemple, la première assistante caméra, c'était aussi la première assistante caméra, c'est la même équipe image, du coup, Cyril et Céleste de Kenavo et de Mal de mer. Voilà, et aussi des nouveaux, notamment toute la partie musicale, même la musique originale qu'on a fait avec Sutus et Kalika, c'est des nouvelles collaborations. Et l'écriture du scénario, c'est parti d'où ? C'est parti d'un truc personnel ou totalement fictif ? C'est assez personnel. En fait, j'avais pas trop envie d'aller sur ce sujet de base. J'écrivais plutôt une histoire d'amour, une rencontre qui était plutôt dans un format long. Et je voyais pas comment je pouvais raconter la naissance d'une histoire d'amour en format court. Et en développant ces personnages dans le long, à un moment donné, j'ai fait un atelier d'écriture et on m'a dit ouais, mais tout ce qui se passe avant, sa rupture, son ancienne relation, c'est hyper intéressant et ça peut rentrer dans un court-métrage. Et je sais que j'avais pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que là, d'un seul coup, on touchait à un peu la corde sensible. Et pourtant, je me suis mis à écrire et c'est là où on m'a dit ouais, c'est ça qu'il faut raconter en cours et c'est d'autant plus intéressant que la rencontre qu'il va le faire après. Donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir une suite à ce court-métrage ? Peut-être, ou en tout cas ça a été, j'ai une autre histoire qui est très inspirée, mais peut-être que les personnages seront quand même différents. Et niveau casting, l'acteur principal, donc c'est Jules Pourrier. Comment ça a commencé votre collaboration ? Comment tu l'as repéré ? Et en fait, j'ai eu au scénario, j'ai fait appel à Maxime Gros qui est en collaboration à l'écriture et j'avais été son premier assistant réal sur un Nikon Film Festival que j'avais fait et où Jules jouait en fait dans son film à Maxime. Et donc du coup, mais il avait 17 ans, c'était vraiment à notre sortie d'études ou même pendant nos études. Et du coup, quand j'ai pensé à Jules, je pense qu'il y avait aussi le côté, il avait déjà les cheveux très longs, bouclés, et il y avait une sorte de ressemblance physique à Marvet, le vrai chanteur dans la vraie vie. Et quand je lui ai proposé, voilà, je crois que j'arrivais vraiment à me projeter. Et aussi, il a une façon de parler que moi j'aime bien et qui aussi était assez proche de Marvet dans sa façon de se comporter. Donc voilà, c'est comme ça que... Mais du coup, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir son numéro et de pouvoir lui proposer directement. Et il a été OK direct ? Ouais, direct. Tu lui as présenté le projet Oui, il m'a dit, pour citer, grave chaud, vas-y, j'y vais. Et d'ailleurs, il faut savoir que au moment où on a eu après des soucis de financement et où la question se posait de continuer à faire le film ou d'attendre et de redéposer par exemple une aide à la région Bretagne puisqu'on avait obtenu l'aide une possibilité de réécriture et de redéposer. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait et il a fait partie des personnes qui m'ont dit on s'en fout, on y va et on le fait quoi. Donc je le remercie encore. Pendant tes études, tu t'es spécialisé en réalisation documentaire quand tu étais en école de cinéma et j'ai regardé une interview où tu dis que tu as été davantage attiré par la réalité. Est-ce que tu recherches un petit peu la réalité dans la fiction ou alors tu essayes de faire des choses très colorées qui n'ont rien à voir avec la réalité ?
Moi, je dirais que, en tout cas, ce qu'on vit, nos vies réelles, quand on raconte tout et dans les détails, elles sont parfois too much pour être racontées en fiction. Et presque le travail qu'on a en scénario à faire, c'est de souvent écrémer et enlever en fait des couches, parce que souvent à une même personne il lui arrive 10 000 choses, c'est les aléas de la vie. Et du coup je trouve ça assez drôle que parfois le documentaire, si on suit des personnes en documentaire, la vie est encore plus dure qu'à un personnage de fiction à qui on dirait ah non, on ne peut pas lui mettre qu'il a perdu son père, qu'il a perdu son emploi, qu'il s'est fait larguer, tout ça dans la même année. Bah, souvent la vie elle est un peu comme ça. Donc c'est assez drôle parce qu'en fiction on calme les choses et on met des couches plus subtiles et pour pas que ça paraisse fake. Et tu dirais que les ruptures, puisque c'est le sujet du film, c'est quelque chose de cinématographique, de beau à filmer? Ça c'est une bonne question. En tout cas, j'ai l'impression que je sublime beaucoup mes relations qui m'ont fait du mal. Et un peu comme le personnage de Milan qui en sort un album après, c'est peut-être un peu le défaut que je peux avoir, c'est de romantiser en fait des choses qui finalement sont pas toujours aussi belles dans la réalité. Après, je crois que ce que j'ai essayé de montrer justement dans Mal de mer, c'est qu'à un moment donné, il y a un souvenir qui revient, qui est au début, on a une partie de la conversation qui est tronquée, où on se dit « Waouh, ce cadre, il est hyper romantique, c'est hyper beau ». Et finalement, quand on revoit la scène et qu'on a accès à ce qui s'est dit quelques minutes avant ou quelques minutes après, et ben en fait, on se rend compte que la réalité est moins belle en fait. Durant le film, Milan semble encore se découvrir par certains moments, ou au moins se chercher sur le plan affectif. Tu dirais qu'on continue encore à se chercher après l'adolescence? Moi, je pense qu'on peut se chercher à tout moment de nos vies. Je pense que même à 40 ans, on peut encore se poser des questions. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui est beau aussi avec, je trouve, notre communauté LGBTQIA+, c'est que on accepte tout le monde et toutes les personnes qui se sentent représentées par ce drapeau peuvent y venir. Et je ne pense pas qu'on doit rejeter des personnes qui doutent, qui ne savent pas ni sur leur genre, ni sur leur sexualité, où trop se situer. Et je pense que ça sert à ça justement, une communauté qui ne met pas trop d'étiquettes et qui accueille de manière globale. Et le cinéma, ça peut aider justement à mieux se comprendre? Oui, je pense. En tout cas, moi, ça m'a aidé. J'aurais aimé qu'il y ait encore plus de représentations quand j'étais plus jeune, mais je suis content des représentations qu'il y a actuellement, qu'il y en a beaucoup plus, que ce soit dans les séries, au cinéma, à la télévision. Après, je suis quand même inquiet sur la tournure que ça prend, puisque on a vu que par exemple Netflix très récemment supprime de plus en plus des personnages LGBTQIA+. Donc il ne faudrait pas qu'on ait vécu une apogée dans les années de 2015 à 2020 et qu'on continue à avoir des représentations multiples. Est-ce qu'en tant que réalisateur, on peut faire dire des choses à ces personnages qu'on n'arrive pas à exprimer dans la vie? Oui, c'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple de faire dire à des personnages, parce qu'on les écrit, donc déjà le fait de passer par l'écrit permet de formuler, de poser sa pensée, et en plus après derrière c'est interprété par d'autres personnes, par un comédien ou une comédienne qui va aussi mettre son propre vécu, et donc à un moment donné cette phrase elle vous appartient plus, elle devient universelle, puisque après à la fin elle est reçue aussi par un spectateur. Après les projections en festival, le film il aura une vie sur les plateformes, sur YouTube? On espère, pour l'instant, à l'heure actuelle, on espère avoir un achat d'une chaîne nationale. Et sinon, dans tous les cas, on a eu une aide à la post-production de TBO, qui est du coup la chaîne locale, et qui du coup va le diffuser sur ces chaînes hertziennes, donc qui sera que en Bretagne. Mais aussi après, normalement, ils mettent les courts-métrages sur leur plateforme gratuite en ligne. Est-ce que depuis que tu l'as projeté, tu as accompagné quelques projections pour ce film, au début, tu avais peur de certains retours? Est-ce que les gens allaient apprécier? Je crois que la chose que j'avais le plus peur, c'est ce qu'on me reprochait au scénario, c'est-à-dire que le personnage soit
chiant, enfin j'ai pas d'autres mots qui me viennent là tout de suite, mais qui soit agaçant plus que chiant, agaçant dans sa rupture, qu'on ait un peu envie de lui dire mais bouge-toi, ce que fait un peu le personnage de la sœur Oran Ronsil. Et au final, je suis content que la majorité des retours soit que les gens s'attachent finalement à ce qu'il vit, parce que je pense qu'on est plus nombreux à vivre tout ça qu'à ceux qui ne comprenaient pas à la lecture. Donc, après, souvent les lecteurs n'ont pas tout à fait le même âge que quand on fait des films et quand ils sont montrés. Donc je suis content qu'il ait trouvé son public. Et là, ce soir, après la projection du court-métrage, t'aimerais que les gens retiennent une image en particulier, un mot du film? Non, je sais pas. J'en ai aucune idée, ça, pour le coup. Je pense que c'est propre à chacun. Je prendrais l'exemple de... Il y avait une des avant-premières qu'on avait fait à Brest. Il y avait autant une jeune fille qui avait dit bah moi, en fait, je suis désolée, l'histoire d'amour, je suis un peu passée à côté. Mais par contre, ma sœur, elle est partie vivre au Canada. Et en fait, j'ai pleuré la scène où la sœur dit qu'elle part au Canada. Donc, en fait, j'ai l'impression que chacun va projeter son vécu. Et comme une vieille dame qui m'avait dit j'ai vécu à New York dans les années 70, j'ai adoré la rue Jean Jaurès, comment elle était filmée, parce que j'avais l'impression d'être à New York. Donc, et d'autres personnes qui ont même cru que c'était tourné à Marseille. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est qu'après, chacun s'approprie l'histoire. Merci Maël. Merci. Still believe in love. Not anymore. Le cœur cassé sur le pavé, le cœur cassé. Je ne sais plus quand il dort. C'est maintenant les souvenirs. Et comment on fera après? Après quoi?